Un petit chien tombe nez à nez avec un reptile venimeux. Il est en colère. Oula! Des opossums agressifs se cachent sous un porche. On dirait dehors la loi en cavale. Et des voisins inquiets appellent à l'aide dans une banlieue tranquille. Les ratons laveurs tuent nos chats. On se croirait dans un film d'horreur. Les animaux nous entourent, parfois d'un peu trop près. Préserver l'équilibre entre les hommes et la faune sauvage, c'est le travail des Animal Extractors. Dans l'État de Washington, une petite ville vit dans l'angoisse. J'ai compris qu'il l'emmenait. Je n'aurais jamais cru voir ça. Elle savait se défendre, mais ils étaient plus forts qu'elle. Penser qu'une chose pareille puisse arriver, c'est vraiment dur à encaisser. Dans la petite ville paisible d'Olympia, certains chats sont en proie à des bêtes sauvages. Au milieu des jardins pavillonnaires, une guerre féroce oppose les chats du quartier à des ratons laveurs agressifs. Ces derniers mois, 10 chats se sont fait sauvagement attaquer. Certains ont même perdu la vie. Tout s'est passé très vite. Mon chat avait disparu et je l'ai retrouvé mort le lendemain matin. La famille de Tony Benjamin se remettait à peine de la mort de leur chat lorsque 3 semaines plus tard, le sort les a de nouveau frappés. Des voisins ont tiré un chat des griffes de 3 ratons laveurs juste à côté. C'était notre deuxième chat. C'est très choquant. Les ratons laveurs tuent les chats. Il faut être très vigilant. Une voisine, Lisanne Roll, a été témoin de la mise à mort de sa chatte, Lucie. Elle est sortie une nuit. Puis j'ai entendu ce bruit horrible. 3 ratons laveurs la maintenaient sur le dos. Ils s'acharnaient sur elle. J'avais beau les chasser, ils revenaient sans cesse. Elle se débattait. Elle essayait de se redresser. Et là, j'ai compris qu'ils l'emmenaient. Pour éviter que ces drames ne se reproduisent, les habitants ont fait appel à Tom Brown, expert en capture d'animaux. Si on m'a appelé, c'est parce que plusieurs chats de ce quartier se sont fait tuer. Comme la plupart de ses voisins, Pam Corwin a peur de laisser ses chats se promener dans leur propre jardin. Elle compte sur Tom pour résoudre le problème. Il est vraiment temps de trouver une solution. Ça ne peut pas continuer ainsi. S'ils ne sont pas les bienvenus, il faut qu'on les déloge. Ces ratons laveurs estiment que nos jardins et nos terrasses font partie de leur territoire. Ils considèrent nos chats et nos chiens comme des menaces. C'est pour ça qu'ils les tuent. Ces animaux se battent pour leur survie. J'espère qu'on arrivera à les faire partir, pour que les habitants puissent retrouver un peu de calme et de sérénité. Les ratons laveurs ont été le plus souvent vus en train de rôder autour de la maison de Pam. Elle a accepté que Tom intervienne chez elle. Madame Corwin? Bonjour Tom, entrez, ravi de vous revoir. Moi aussi. Après vous? Tom a entendu dire que certains voisins laissaient de la nourriture dehors pour attirer les ratons laveurs, ce qui pourrait expliquer leur présence dans le quartier. Afin d'en savoir un peu plus, il décide de faire la même chose. En temps normal, on ne nourrit pas les animaux sauvages. Ça n'est pas conseillé. Mais dans ce cas précis, ça va nous permettre de savoir combien ils sont. On va connaître leur taille, leur sexe, savoir s'il s'agit d'une famille. J'ai besoin de ces informations pour trouver une solution au problème. Si j'arrive à les appâter, je pourrai les observer. La voisine de Pam, Tamara Keaton,
est la première à avoir appelé Tom à l'aide. Elle craint que ses chats ne soient en danger et souhaite que des mesures soient prises avant qu'ils ne deviennent les prochaines victimes. Je n'aurais jamais cru devoir construire une cage pour mes chats. Je ne savais même pas que ça existait avant que les ratons laveurs ne s'en prennent aux chats. Lorsqu'ils décident de tuer un chat, ça fait un bruit terrifiant. Je ne veux plus jamais entendre ça. Je ne veux plus que ça arrive aux chats des voisins. Ils n'ont pas à subir ça. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on y mette un terme. Face au drame survenu ces derniers mois, les habitants sont choqués. Ils veulent des réponses. Ils espèrent que Tom saura les trouver et mettra un terme au massacre. Au nord d'Orlando, en Floride, les agents Christian Agnew et Steve DeMoore partent soutenir des collègues pour sauver un animal de compagnie. Le chien d'une cliente est en proie à des opossums agressifs. D'après ce que j'ai compris, cette cliente a un petit chien. Elle l'a laissé sortir et il s'est fait agresser par un opossum. Ces animaux se battront jusqu'au bout pour pouvoir survivre. Ils ont de sacrées dents et mieux vaut ne pas se faire mordre. Ils se défendront corps et âme s'ils se sentent menacés. Pour pouvoir assurer notre propre sécurité, on va prendre toutes nos précautions. Ces mesures de sécurité vont prendre tout leur sens lorsque les agents vont s'apercevoir que cet opossum n'est pas seul. Bonjour. Bonjour. Il y a 2 opossums. 2? Margaret Cale emmène les 2 agents dans le jardin où leurs collègues sont déjà au travail. Chuck Fenech a forcé les opossums à se retrancher sous le porche pour les éloigner du chien. Ok, donc tu as réussi à les bloquer là-dessous? Voilà. C'est parfait. Apparemment, les 2 opossums se bagarrent entre eux là-dessous. Ils sont très énervés. Ça va être encore plus risqué pour nous s'ils sont déjà excités et sur la défensive. Chuck a dit qu'en voulant creuser un accès par là, il s'était fait mordre. Heureusement qu'il portait des gants. C'est très important pour nous d'avoir ce type de protection. Tandis que ses collègues bloquent toutes les issues, Steve creuse un trou pour voir ce qui se passe. On va jeter un œil pour voir où ils sont. Il faut qu'on sache si on peut les attraper et si ça va être simple ou non de les extraire. Il y en a un là. Sa tête est contre le mur. Bon, je vais creuser. Ça me permettra de mettre ma tête au ras du sol. Steve va essayer de tirer les opossums par la queue. Attends, non. Je vois sa queue. Ok, l'autre est juste derrière lui. Je peux voir sa tête. Un opossum possède 50 dents pointues. Sa morsure est donc redoutable. Steve doit faire attention. Une fois que mon bras sera là-dessous, je ne verrai plus rien. Donc je vais y aller au feeling. Il faudrait que j'arrive à le faire se retourner. Si j'ai sa queue en face de moi, il ne pourra pas me mordre. Avec un peu de chance, j'arriverai à me glisser pour l'attraper et le sortir de là. Tu es prêt? Les agents glissent des câbles entre les planches pour forcer l'opossum à se retourner. T'es sur son dos. C'est bon, arrête. Oula! L'animal est très énervé. Steve doit faire attention de ne pas se faire mordre. Attends, il vient vers moi. Si j'arrive à l'attraper, je vous préviens, je vais vite le sortir. Il va finir attaché à mon gant à vouloir me mordre. Les opossums peuvent transmettre la tuberculose ou le typhus. Reviens! Si Steve se fait mordre, il devra immédiatement se faire examiner. On dirait dehors la loi en cavale. Il s'est mis juste en face de moi, à quelques centimètres, et il me fixe. On se regarde tous les deux droit dans les yeux, et il n'arrête pas de grogner. Il voudrait que je m'en aille pour pouvoir sortir, alors que moi, je veux juste qu'il se retourne pour l'attraper par la queue. La situation est vraiment bloquée. L'équipe fait pivoter l'opossum pour que Steve puisse atteindre sa queue.
Ok, attendez, stop. Son museau est juste là. Voilà, je l'ai. Génial. Il a de sacrées dents. Il est très énervé. Il n'a pas aimé qu'on le tire de là par la queue. Mais on va l'installer dans la cage pour qu'il ne s'échappe pas. Et on va pouvoir s'attaquer au deuxième. Super, on en tient un. Les agents ont de la chance. Le second opossum est dos à Steve. Attention, restez bien concentrés. Il passe à l'action. Je l'ai. Il a de la force. Oui, il est plus gros que l'autre. Il s'accroche. Je le tiens. Il s'accroche à une racine. Voilà. C'est le plus gros des deux. C'est un gros mâle adulte et quand il a la gueule ouverte, on voit toutes ses dents. Et il en a beaucoup. Un opossum adulte peut peser jusqu'à 6 kilos. Maintenant que Margaret les a vus de près, elle comprend qu'il n'aurait fait qu'une bouchée de son chien. Ils font peur. Je suis contente qu'on les ait enlevés. J'espère ne plus les revoir. Je vais bien reboucher tous les trous pour qu'aucun animal ne se cache là-dessous. Voilà, c'est nickel. Si le chien n'avait pas été là, personne n'aurait remarqué leur présence là-dessous, à moins qu'ils ne soient sortis. Il a fallu qu'on creuse pour pouvoir les attraper. C'est une cachette idéale. Alors bien sûr, ils s'y sentaient à l'abri, jusqu'à ce que ma main ne vienne les attraper par la queue. Une fois qu'ils sont enfermés dans les cages, on essaye de les relâcher le plus vite possible après les avoir capturés. Lorsqu'on attrape des animaux comme on l'a fait aujourd'hui, ils sont très stressés. Ça les rend nerveux. C'est pour ça qu'il faut les relâcher dans la nature aussi vite que possible, afin qu'ils évacuent le stress. L'opossum est un animal nocturne. Les agents vont donc attendre jusqu'au soir avant de les relâcher dans la nature. Alors que la nuit tombe sur la banlieue ouest d'Olympia, Tom Brown et Pam Corwin guettent l'arrivée des ratons laveurs agressifs. En laissant traîner de la nourriture, Tom va pouvoir les attirer et savoir de quoi elles ont l'air. Ces ratons laveurs ont tué au moins 3 chats ces derniers mois. Les habitants sont désemparés. J'ai entendu ce bruit horrible. 3 ratons laveurs la maintenaient sur le dos. Ils s'acharnaient sur elle. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on y mette un terme. Tom n'a pas besoin d'attendre longtemps pour voir les ratons laveurs arriver. Ça y est, il arrive. Il est seul. Chut, chut. Vous voyez, Tom? Elle est avec son petit. Oui. Il s'agit d'une femelle et de ses 2 petits. Ils sont curieux et affamés. Les lumières et la présence des habitants ne semblent pas les déranger. Sous leurs airs inoffensifs, Tom sait qu'ils peuvent être dangereux. Ils ont vraiment l'air mignons. Mais ils le sont beaucoup moins lorsque leur instinct les pousse à attaquer. Ils peuvent être très agressifs. Aucun chat au monde, quelle que soit sa taille, ne pourrait venir à bout d'un raton laveur. Ils sont même capables de tuer des chiens. Ils sont aussi très intelligents, ce qui ne va pas nous aider. Même si ce sont des tueurs, Tom et Pam souhaitent leur offrir une vie meilleure en les relâchant loin d'ici. J'aimerais les capturer en famille, pour pouvoir les relâcher en famille. Tout ce que j'espère, c'est que Tom parvienne à capturer tous les membres de cette famille. J'y tiens beaucoup. Il faut relâcher la mère et les petits sans les séparer, dans un nouvel endroit plus sûr, aussi bien pour eux que pour nos chats. J'espère vraiment qu'on ira dans ce sens. Demain soir, Tom reviendra installer un piège. Il est persuadé que les ratons laveurs seront encore là. Au sud d'Orlando, en Floride, 2 opossums sont sur le point d'être relâchés dans la nature.
Génial. Il a de sacrées dents. Je l'ai. Après s'être cachés sous le porche d'une cliente, ils ont été capturés aujourd'hui par Christian Agnew et Steve Demore, experts en la matière. Il vaut toujours mieux les relâcher à la tombée de la nuit, parce que ce sont des animaux nocturnes. Ils vont pouvoir se cacher dans le noir et découvrir leur habitat, chasser et se trouver une nouvelle tanière. Les opossums sont capables de s'adapter à tout type d'environnement. Steve est persuadé que cette forêt est l'endroit idéal pour les relâcher. Ces bois suivent le cours de la rivière. En plus d'être un endroit magnifique, c'est un refuge idéal où relâcher ces animaux. Tout comme les kangourous, les opossums donnent naissance à des embryons qui se développent dans la poche de leur mère. Ils sont les seuls marsupiaux d'Amérique du Nord. Allez, grimpe! Steve est ravi de porter secours à cet animal hors du commun. J'aime beaucoup le côté aventurier de mon travail. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est savoir qu'on rend service à l'animal en le relâchant dans la nature. C'est vraiment très gratifiant. C'est parfait. Ils doivent se sentir très à l'aise dans cet arbre. D'ici 20 à 30 minutes, une fois qu'ils auront pris leur marque, ils descendront pour aller chasser dans les buissons. Ils découvriront leur nouvel habitat. Grâce aux agents, ces deux opossums vont prendre un nouveau départ dans la nature. Sur la rive nord du lac Tahoe, à Incline Village, dans le Nevada, Carl Lackey, biologiste, passe une mauvaise journée. J'imagine que ça fait longtemps que les ours viennent se servir ici. Plus personne ne vient vider les bennes ou quoi? Le gérant du site, Kelvin Voller, a appelé Carl après avoir appris qu'un gros ours noir terrifiait les habitants. Ici, lorsqu'on laisse sans surveillance des bennes débordant de nourriture, les ennuis arrivent. Où est-ce que les gens ont dit avoir vu ces ours? Il y a des propriétaires qui en ont vu en sortant les poubelles tard le soir. Mais dimanche, on nous a dit qu'un ours avait traversé cette pelouse, en plein jour. Les gens viennent ici avec leurs enfants et leurs chiens. C'est mauvais signe. Les ours noirs sont très intelligents et opportunistes. Leur odorat développé leur permet de trouver de quoi se nourrir. Carl se bat sans relâche pour que les gens comprennent que les poubelles ouvertes représentent un vrai danger. Comme les ours sont omnivores, ils se nourrissent de plantes et de viande. Ils sont opportunistes. Et lorsqu'on décide de s'implanter ici, qu'on construit des centaines de maisons où les gens laissent les poubelles dehors, on facilite grandement la vie des ours. Une voisine, Melody Nelson, est encore sous le choc. J'étais en train de jouer à la balle avec mon Golden Retriever. Je m'attendais pas à voir un ours s'approcher de moi en pleine journée, au beau milieu d'un lotissement. J'étais terrifiée et même choquée. Carl ne s'attendait pas à cela. Si cet ours rôde dans le lotissement en plein jour, il pourrait bien ne plus avoir peur des habitants. Carl s'enfonce dans la forêt avec son collègue Reed Warble pour traquer l'ours et le faire fuir. Mais ils doivent faire attention. Un ours noir adulte pourrait les charger en tentant de fuir. C'est un coin idéal pour eux. Il y a la rivière, et par là, en marchant 2 minutes, ils peuvent se nourrir dans les poubelles. Ils reviennent là dans la journée pour se reposer. C'est plutôt calme et tranquille. Ils s'y sentent en sécurité. On va pas traîner ici. Aucune trace de l'ours. Il retourne dans le lotissement pour installer un piège. Carl espère que les ours préféreront les sucreries qu'ils déposent en guise d'appât plutôt que le contenu des poubelles ouvertes. Cette situation frustrante le rend perplexe. On fait face à des gens qui savent depuis longtemps que les ours fouillent les poubelles. Et pourtant, rien n'est fait. C'est pathétique. Ce n'est pas aux ours qu'il faut faire la morale, mais à tous ces gens. Demain matin, Carl reviendra pour vérifier son piège. Il y a 2 jours, Tom Brown, expert en capture d'animaux, a été appelé par des habitants d'Olympia, dans l'État de Washington, après que des ratons laveurs aient tué leur chat.
Mon chat avait disparu et je l'ai retrouvé mort le lendemain matin. Je ne veux plus jamais entendre ça. Je ne veux pas que ça arrive aux chats des voisins. Ils n'ont pas à subir ça. Tout le monde espère que Tom trouve la solution avant que d'autres chats ne périssent. Il revient en compagnie de Blaine Blocks, son assistant, pour installer un piège destiné à capturer une famille entière de ratons laveurs tueurs. Pam Corwin et sa voisine Tamara Keaton ont enfermé leur chat à l'intérieur et patientent nerveusement tandis que Tom installe un piège spécialement conçu pour être contrôlé de l'intérieur de la maison. On en a repéré 3, une mère et ses 2 petits. On a modifié le piège de sorte à pouvoir capturer les 3 en même temps. On a fait ça pour plusieurs raisons. D'abord, ça permet à la mère et à ses petits de ne pas être trop stressés, comme on ne les sépare pas. Et ensuite, c'est beaucoup plus pratique pour nous. Les agents s'installent dans la maison. Tom a un véritable défi à relever. Comme ce sont des animaux sauvages, ils vont tout faire pour se défendre. Ils n'hésiteront pas à se montrer agressifs envers nous. Peu importe qu'on soit plus grand qu'eux, s'ils sentent que leurs petits sont menacés, ils vont réagir. Et ça peut être très violent. Un raton laveur s'approche du piège. L'un des petits est si confiant qu'il rentre, tenté par les croquettes pour chats qui servent d'appât. Mais Tom ne refermera pas le piège tant qu'ils ne seront pas tous à l'intérieur. Ils sont tous les 3 sur la terrasse. Il y en a un qui mange dans le piège, sa mère est juste à côté. Il faut maintenant qu'elle rentre dans le piège, de façon à ce que le dernier la suive. Il faut s'armer de patience. Ah, enfin. Pam, ne bougez pas. Un des petits est dans le piège. Il est en train de manger. L'autre fait le tour et il le rejoint. Il commence à manger. Sa mère se dirige aussi vers le piège. Et la voilà dedans. Ferme-le. Maintenant. Toute la famille est prise au piège. Tom compte les relâcher rapidement. Ils sont stressés par la situation. On va vite les installer dans la voiture. Je suis soulagée et contente que ça se soit passé comme prévu. Je sens toute la pression en moi en train de retomber. Il y a 3 ratons laveurs en moins dans notre quartier. On a mis fin à ce calvaire ce soir. Elle est furieuse. Tom et Blaine emmènent les ratons laveurs dans un nouvel endroit, très loin de la banlieue ouest d'Olympia. On ne va pas tarder à les relâcher. C'est maintenant qu'il faut faire attention. Tout se passe bien, on dirait. On les a capturés ensemble et ils repartent ensemble. Ils vont pouvoir faire leur vie là où ils devraient être. Dans la nature et pas en ville. En résumé, je suis très content de ce qu'on a fait. En donnant à manger aux ratons laveurs, les habitants ont provoqué leur comportement territorial agressif. Tom espère qu'à présent, Pam et ses voisins pourront laisser leurs chats se balader en toute liberté. Mes chats n'osent pas encore sortir, et c'est tant mieux. J'ai besoin de temps pour admettre que c'est fini. Même s'il y a beaucoup de ratons laveurs dans la région, je pense que mes chats pourront bientôt revivre normalement. La capture de ce soir a donné de l'espoir aux habitants, même s'ils auront encore besoin de temps pour oublier. Dans ce lotissement au nord du lac Tahoe, dans le Nevada, le biologiste Carl Lackey et Alison Andreasson, son assistante, ont capturé un ours noir qui fouillait les poubelles à la recherche de nourriture. La présence répétée de l'ours avait terrorisé les habitants. Mais maintenant qu'il est dans le piège, ils sont venus en nombre pour l'observer.
Je vais vous demander de reculer un peu. L'ours est agité. Pour ne pas le stresser davantage, Carl fait reculer la foule, tandis qu'Allison prépare un tranquillisant. On n'a jamais eu affaire à cet ours auparavant. Il n'y a pas de puce à son oreille. Essayez de ne pas faire de bruit. Vous pouvez chuchoter. Il va d'abord falloir lui administrer ça. Carl endort l'animal afin de connaître sa taille et son âge. Il va ensuite l'équiper d'une puce et tatouer sa lèvre supérieure afin de l'identifier. Les informations récoltées seront enregistrées. Si jamais Carl capture cet ours de nouveau, il saura à qui il aura affaire. Encore un mâle adulte. Il a l'air d'être en bonne santé. 22 cm. 67 cm. 13,3 cm. On peut connaître son âge en observant les marques sur ses incisives. Je pense qu'il doit avoir autour des 6 ans. Il est en bonne santé. Ok. Cet ours est l'un des 300 présents dans le Nevada. Plus la région compte d'habitants, plus le risque d'une confrontation augmente. Il est bien endormi. Il devrait se réveiller dans 2 heures. Maintenant que l'ours est profondément endormi, Carl en profite pour expliquer aux enfants pourquoi cet animal peut être dangereux et qu'il faut faire preuve de prudence. On veut faire participer les enfants. Après tout, ils représentent les générations futures. Si on leur explique, peut-être qu'ils respecteront les ours et la nature, qu'ils seront davantage capables de gérer les problèmes auxquels on fait face, comme les poubelles. Il faut éduquer les gens. Je dois faire en sorte que les gens comprennent le problème et apprennent à le gérer. Les habitants doivent partager leur espace avec des ours noirs qui cherchent à se nourrir dans leurs poubelles. Carl espère que la rencontre entre les enfants et l'ours marquera les esprits. C'est la première fois que je vois un ours. C'est vraiment cool. J'ai touché ses pattes. Elles sont très dures. Elle est fixée. Il a sa puce d'identification. On le connaîtra grâce à ce numéro. Ils ont cette image de l'ours méchant et effrayant. Alors que je n'arrête pas de leur dire, ils ne sont pas méchants, ils ont juste besoin de leur espace, tout comme on a besoin d'une autre. Le tatouage nous permettra de l'identifier la prochaine fois, si jamais il y en a une. Ok, 1, 2... Quand j'y pense, je ne sais pas si c'est une bonne idée de vivre dans ce lotissement. À 10 mètres de là où on l'a trouvé, les enfants jouent au baseball, au foot. Melody Nelson était effrayée, mais elle est contente d'en savoir plus sur cet ours. J'avais très peur des ours. Mais depuis que Carl est venu et m'a appris des tas de choses sur eux, je redoute beaucoup moins leur présence. On va le laisser se reposer cette nuit. On le relâchera demain matin. Carl poursuivra sa leçon demain, lorsque Melody et d'autres voisins l'aideront à relâcher l'animal. Tucson, dans l'Arizona. Mark Hammond, chargé du contrôle de la faune sauvage, est appelé en urgence à l'est de la ville. On m'a appelé pour un monstre de Gila. C'est plutôt rare. La plupart des gens n'en ont jamais vu. 98% du temps, ils vivent sous terre. Ce sont des animaux venimeux. Le monstre de Gila a pour habitude de vivre dans des tunnels souterrains, ne remontant que pour se nourrir. Lorsqu'il attaque, il mord sa proie à l'aide de ses puissantes mâchoires, puis lui injecte du venin dans la plaie. Son venin est suffisamment puissant pour tuer des oiseaux ou de petits mammifères. En cas de morsure, il faut se faire soigner en urgence. Je vais vous dire un truc. Ne vous faites jamais mordre par ça. C'est horrible. Vous finiriez à genoux en train de pleurer comme un bébé. Mark arrive, équipé de ses gants renforcés et de pinces spéciales. Barbara? Oui. Bonjour, vous allez bien? Barbara Reyes avait peur pour ses chiens. Elle les a donc enfermés dans la maison en attendant l'arrivée de Mark. Là-bas au fond? D'accord.
Voyons voir. Et il y a une trappe pour les chiens qui leur permet d'entrer et sortir quand ils veulent dans la journée. Mais quand j'ai vu cette bête, je me suis dit que mes chiens feraient mieux de rester à l'intérieur. J'ai cru comprendre qu'il pouvait être agressif, alors je ne voulais pas prendre de risques. Le monstre de Gila a beau se déplacer lentement, il peut attaquer en un éclair. Mark fait très attention en le cherchant. J'ai vu quelque chose bouger. Le monstre de Gila n'est peut-être pas le seul prédateur du jardin. Voici l'araignée orbe tisserand. Elle n'est pas très dangereuse, mais elle sait se défendre. Sa morsure est très douloureuse. Regardez, elle vient d'attraper une libellule. Vous avez vu? Elle est en train de la dévorer. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Elle l'avale toute crue. Cette araignée se nourrit de tous les petits insectes qui se retrouvent coincés dans sa toile, y compris ses congénères. Tandis que l'araignée digère sa proie, Mark repère le monstre de Gila. Oh, ça y est, je le vois. Doucement. Mark l'attrape par le cou afin de bloquer sa tête et d'éviter toute morsure. Voilà notre monstre de Gila. On peut voir son armure qui le protège des prédateurs. Même s'il est venimeux, il se fait souvent attaquer. C'est par sa mâchoire inférieure, à peu près là, qu'il injecte le venin. Tu es prête à rentrer dans la boîte? On te ramène chez toi. Maintenant que le monstre de Gila est enfermé, Barbara estime que ses chiens peuvent retourner dans le jardin. Il est furieux. Doucement. On peut voir à quel point... Oups! Vous pouvez voir de quoi il a l'air. L'animal est très agité. Mark fait attention à ne pas laisser le chien s'en approcher. Ok. Du calme, c'est fini. La plupart des accidents liés à des morsures impliquent des animaux domestiques. 75% d'entre eux sont des chiens. Si celui-ci se faisait mordre, ça pourrait lui être fatal. Heureusement qu'on l'a enfermé dans cette boîte. Barbara a bien fait de nous appeler. Regardez, le petit chien l'a immédiatement repéré. Si j'ouvrais le couvercle, il se ferait croquer le museau. Mark a réussi. Le jardin est de nouveau sécurisé. Merci encore, Barbara. Merci à vous. Il relâchera l'animal dans un lieu où il pourra se nourrir et échapper aux prédateurs. La veille, un ours noir s'est fait capturer après avoir fouillé les poubelles d'un lotissement près du lac Tahoe. Cet ours a donné une peur bleue à Melody Nelson, une habitante. Je m'attendais pas à voir un ours s'approcher de moi en pleine journée, au beau milieu d'un lotissement. J'étais terrifiée et même choquée. L'ours a passé 24 heures enfermé dans la cage. Il va bientôt être relâché dans la nature. Reed Warble, du département de contrôle de vie sauvage du Nevada, participe à l'événement. C'est un animal sauvage, donc une fois qu'on ouvrira la grille, on ne pourra pas prévoir sa réaction. Ça vous met la pression. Approchez-vous, s'il vous plaît. On va vous expliquer comment ça se passe. Le biologiste Carl Lackey a demandé aux habitants d'assister à la remise en liberté. Il espère qu'ils apprendront ainsi comment se comporter face à un ours si jamais ils sont amenés à en rencontrer. On ne veut pas qu'il quitte le coin. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il ait suffisamment peur de nous. Je vais lui tirer dessus avec des balles en caoutchouc. Ces balles ne blesseront pas l'animal. Elles permettront seulement de l'effrayer. Une fois qu'il sera à 10 mètres de nous, on lâchera les chiens et lui courront après pour le faire fuir. Lorsqu'il se mettra à courir, criez-lui dessus. C'est ce que vous devriez faire à chaque fois. Vous devez leur crier dessus pour qu'ils ne se sentent pas chez eux. Restez près des voitures. On ne sait jamais. J'ai quand même de vraies balles. J'espère juste ne pas avoir à m'en servir. Reed n'utilisera ce type de balle que si l'ours se met à attaquer. Après avoir passé 24 heures dans cette cage, il est agité et l'équipe ne veut prendre aucun risque. Après s'être assuré que tout le monde se tient à bonne distance, Carl ouvre la cage. Allez, fiche le camp! Allez! Allez!
Allez! Boost! Attends! Allez, Striker, attrape-le! Allez, vas-y! Fiche le camp! L'ours se dépêche de grimper à un arbre. Allez, Rooster, attrape-le! Attrape-le! Il est dans l'arbre? Laissez-le dans l'arbre! En encourageant cet instinct naturel, Carl espère que l'ours adoptera ce comportement si jamais il rencontre des gens. Allez, Striker, à boire! Vas-y, voilà, dis-lui! Allez! Je crois qu'il va rester là-haut. On va refermer la cage et s'en aller. Chaque jour amène un ours. J'ai trouvé ça fantastique. Le fait de revenir aujourd'hui et de le voir courir vers la montagne qui est la sienne, ça me rend heureuse. Tout s'est très bien passé. À partir du moment où l'ours s'enfuit sans se retourner, c'est mission accomplie. Les chiens le pourchassaient. Ils l'ont fait grimper sur l'arbre et sont revenus en un seul morceau. On attend le prochain. Tout ça est incroyable. Je suis ravie. Lorsque j'ai sorti mes poubelles, j'ai vu qu'on avait de nouvelles bennes verrouillées. C'est vraiment la pédagogie qui fait toute la différence. D'accord. Les gens ne s'intéressent pas au problème jusqu'à ce qu'un ours vienne frapper à leur porte. La présence de Carl a permis aux habitants de prendre conscience du problème et d'éviter qu'un drame se produise. Dans la Grass Valley, au nord d'Auburn, en Californie, une habitante paniquée a contacté Len et Heather Ramirez, spécialistes en crotales. Elle en a trouvé un dans son jardin qui n'hésite pas à attaquer dès qu'on l'approche d'un peu trop près. Une cliente vient de nous appeler. Elle a trouvé un crotal très agressif dans son jardin. Elle doit vraiment être impatiente de nous voir arriver. Mais on est bloqué au feu rouge. C'est très frustrant. On devrait déjà y être. Elle a peur qu'il s'attaque à son chien ou à son chat. Les agents vont utiliser du matériel spécial, comme ces pinces à serpent, qui permettent de maîtriser l'animal sans le blesser. Allons-y. Robert Doherty, le propriétaire, montre à Len et à Heather où se cache le serpent. Sa femme, Anna, est encore sous le choc. C'est le troisième que je trouve en 3 mois. Et il a fait un bond d'1 mètre en faisant... J'ai eu très peur et j'ai hurlé « C'est un crotal !» Il s'est tout de suite enfui pour se cacher là derrière. C'est là que je vous ai appelé. D'accord. Il s'est caché derrière la pompe de la piscine. Il doit se sentir protégé. Je vais le tirer doucement en essayant de ne pas l'énerver. Il sait que je m'approche. Il doit commencer à se sentir intimidé. Il fait sortir sa langue. Ça veut dire qu'il absorbe des microparticules ambiantes. Il tente de récolter des informations pour savoir si je représente une menace. Il attaque. Il est très agressif. Attention, il vient vers toi. Ok, je le tiens par la queue. Viens par là. Les crotales peuvent bondir sur une distance égale aux 2/3 de la longueur de leur corps. Heather utilise sa pince pour le maintenir à distance. La vache. Il est énervé. Ils conservent en général leur venin pour leur proie. Mais s'ils se sentent menacés par un humain, ils peuvent relâcher une dose mortelle. Il se laisse pas faire, hein? C'est sûr. Il se tient prêt à attaquer. Il est encore attaché à la pince. Je le mets dans le seau. Même s'il est petit, il serait tout à fait capable de sortir du seau. Il est vraiment énervé et très agile. Et si jamais moi ou quelqu'un d'autre nous faisions mordre, est-ce que c'est mortel? Oui, ça l'est. C'est vrai? Oui, à cause du poison. Beaucoup de gens se font mordre tous les ans. Sur 100 000 morsures de crotales recensées chaque année, 30 personnes en meurent. Qu'est-ce qu'on doit faire si ça arrive? Si je me fais mordre, je devrais courir dans tous les sens ou aspirer le venin comme on voit dans les films? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut surtout pas paniquer. Il faut essayer de rester calme. Je ne conseille pas de faire un garrot, à moins d'y avoir été formé. Si le garrot est trop serré et que la plaie enfle, vous pouvez avoir un début de gangrène. Il ne faut pas non plus mettre de la glace pour éviter les gelures. On recommande d'appeler les urgences, de les avertir qu'il s'agit d'une morsure de crotale et de rester calme, sachant que vous avez de grandes chances de survivre. Même s'ils ont capturé ce serpent, Len craint qu'il ne soit pas le seul à avoir investi les lieux.
On vient de trouver des traces de morsures sur cette grille qui donne au sous-sol. C'est peut-être le crotal qu'Heather vient d'attraper qui y est déjà allé. J'espère qu'une femelle n'est pas allée là-dessous pour mettre au monde une quinzaine de petits serpents. C'est pas une bonne nouvelle. Il faut qu'on arrange ça. Ils peuvent avoir combien de petits? Le crotal de l'Ouest peut avoir entre 12 et 15 petits. Oh mon Dieu. Et ils auraient pu naître dans la cave? Ils ont l'habitude de pondre sous terre pour être calmes. Même s'ils n'entendent rien, ils s'y sentent à l'abri, car il y a de l'ombre et c'est frais. Ils retournent chaque année à l'endroit où ils sont nés. C'est bon à savoir. Je vais réparer cette grille sur le champ. Je ne veux pas de serpents dans ma cave. Les crotales sont abandonnés par leur mère à la naissance, mais ils sont déjà dotés de leurs crochets venimeux. On va l'emmener. Il s'agite. Il est énervé. Ils peuvent ainsi se défendre comme des adultes. Lorsqu'on a emménagé ici, on ne savait pas qu'il y avait des crotales. On s'en est rendu compte qu'au bout de 5 ans, lorsqu'on a creusé la piscine. C'est la première fois qu'on en a vu un. On s'est alors dit qu'il fallait être vigilant. À chaque fois qu'on va dans le jardin, on pense à mettre des baskets. Enfin, je veux dire des bottes. Surtout pas des baskets. J'ai des grosses bottes. Enfin, on fait attention, on ne sort jamais pieds nus. Ce serait bien trop dangereux. Je le mets dans la voiture. On va le ramener à notre local. Et on le relâchera juste après. Dans un lieu plus sûr. Où il ne fera de mal à personne. Il va falloir qu'on rebouche tous les petits trous dans lesquels les serpents pourraient passer. Je ne veux pas qu'une femelle ponde dans ma cave parce que j'ai un chat. Je vais m'y mettre tout de suite d'ailleurs. Len et Heather vont relâcher le crotal très loin de la maison d'Anna. En Floride, les constructions empiètent sur la nature et la faune sauvage en paye le prix. L'alligator d'Amérique vit ici depuis 200 millions d'années. Aujourd'hui, les habitants et leurs animaux de compagnie sont en conflit avec ce tueur préhistorique. À West Palm Beach, Rick Kramer et Gino Pischer, experts en alligator, ont été appelés d'urgence à Lake Worth. Un alligator a agressé le chien de la cliente. Les chiens sont des proies pour ces reptiles. Oh oh. Ces chiens jouent bien trop près de l'endroit où la cliente a vu l'alligator de 3 mètres. Il est là-bas. Je le vois près des arbres. Mary Sherwood vit dans un lotissement au bord d'un étang. Elle guette constamment la présence de ces dangereux prédateurs. Les habitants ont appris à veiller les uns sur les autres. Quand je suis revenue du supermarché, j'avais 2 messages venant de cette voisine et de celle qui vit là-bas. Elle disait « Tes chiens nagent dans l'étang, il y a un alligator, fais attention. S'il a faim, il pourrait très bien les manger. S'il s'approchait pour les tirer par la patte au fond de l'eau, je ne saurais pas quoi faire. » Chaque année, les agents de contrôle en Floride doivent répondre à plus de 17 000 appels concernant des alligators. Pourtant, si ceux-ci se montrent agressifs, c'est parce que les gens les nourrissent. Une fois qu'ils n'ont plus peur de nous, ils viennent réclamer à manger. Vous voyez ce bateau là-bas? Comme ces animaux sont habitués à être nourris, si vous mettez un enfant dans ce bateau et qu'il met sa main dans l'eau, l'alligator se dit « Tiens, voilà mon repas ». L'alligator s'approche de la rive, à quelques mètres de la canne à pêche renforcée de Rick. Il cherche de quoi se nourrir, il est en train de chasser. On va tenter d'hameçonner l'alligator pour pouvoir le ramener sur la rive. Rick lance sa ligne avant que l'animal ne disparaisse sous la surface. Je vais essayer de l'atteindre au niveau des pattes arrière. Quand je l'aurai accroché, le combat commencera. Il rate son premier lancer, mais l'alligator reste à sa portée. Je le tiens. J'essaie de le tirer vers nous pour lui planter un autre hameçon. Je préfère utiliser 2 lignes, surtout s'il est gros.
Si on n'utilise qu'un hameçon, il risque de se détacher. Il vaut mieux en avoir deux pour être sûr de le tenir. Le voilà. Accroche-le. Même si les hameçons ne blessent pas l'alligator, Rick et Gino doivent faire attention à ne pas remonter la ligne trop vite. Il se laisse pas faire, hein. On l'aura à l'usure. J'aimerais pas qu'il soit trop en forme et qu'il veuille nous mordre. Il remonte. Je tiens à mes jambes. Il arrive. Une fois qu'il nous verra de la surface, il va s'énerver. L'alligator les épuise. Rick donne la canne à pêche à Gino tandis qu'il prend son collet. La seule façon de capturer un alligator, T'es prêt? Ouais, vas-y doucement. c'est de lui passer le collet autour du cou. Rick doit faire attention. Un violent coup de queue pourrait l'envoyer au sol. J'ai le scotch. Et une simple morsure pourrait lui être fatale. Bâillonne-le. Fais attention, Gino. Attention. Les agents le bâillonnent avec du ruban adhésif. Même si les mâchoires de l'alligator sont extrêmement puissantes, il est relativement facile de maintenir sa gueule fermée. Allez. L'animal sera euthanasié. Même si cela lui fait de la peine, Mary comprend qu'il s'agit de la meilleure option. Je veux pas le voir mourir. Ça me rend triste. Mais il pourrait très bien s'attaquer à mes chiens. Et je les préfère à lui. Le voilà hors d'état de nuire. Il y a beaucoup d'enfants dans ce lotissement. Mieux vaut agir avant qu'il se fasse mordre. Rick est soulagé d'avoir capturé l'alligator avant qu'il n'ait pu s'attaquer au chien de Mary. On l'a eu du premier coup. On a failli le blesser. Il tirait fort sur la ligne, mais on l'a eu. C'est tout ce qui compte. Mary et les voisins sont ravis. Bref, tout le monde est content. Merci, merci mille fois. Je vous en prie. Pour l'instant, les habitants sont en sécurité. Nous sommes à l'est de Tucson, dans le parc national de Saguaro. L'agent de contrôle Mark Hammond cherche le bon endroit où relâcher un monstre de Gila qu'il a capturé un peu plus tôt. Voilà, c'est l'endroit idéal pour le relâcher. Personne ne viendra l'embêter. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de savoir s'il y a des prédateurs ici. Il fait jour, mais d'ici quelques heures, le soleil va se coucher. Il lui faut de l'ombre, un endroit où il puisse se cacher. Je vais le laisser ici pour qu'il puisse choisir. Comment ça va là-dedans? Ça va? Tout va bien. Ça va aller. Du calme. Le monstre de Gila est stressé. S'il se sent menacé, il pourrait mordre. Mark doit donc faire très attention. Il est énervé à cause du chien. Alors, je vais le tenir par la queue. Voilà. Sa queue lui permet de stocker des réserves de graisse pendant des mois. Grâce à son métabolisme très lent, il peut survivre en ne mangeant que 3 ou 4 grosses proies par an. Il joue un rôle important dans la nature. Si on élimine ce genre d'animaux, les souris et les rats prolifèrent. Ils sont là pour maintenir un équilibre. Ils font partie de l'écosystème. Tandis que le monstre de Gila s'enfonce dans les hautes herbes, Mark revient sur le côté rare de cette rencontre. C'est le meilleur moment. C'est comme quand on fait du sport. On sent l'adrénaline monter pendant le match et une fois que c'est terminé, on se sent détendu, plus serein. Je vis ça comme une victoire. Je suis content de savoir que cet animal va survivre. Les agents de régulation de la vie sauvage se battent pour protéger nos maisons et lieux de travail. Grâce à ces Animal Extractors, notre environnement est plus sûr pour les hommes comme pour les animaux.